Alors pour ceux qui voudront approfondir et poursuivre l'échange, je les renvoie sur un blog que je tiens sur la plateforme d'Alternative économique, une série de chroniques, il y en a eu 24 comme ça, et la dernière, justement, cet été, réintègre l'ensemble de ces problématiques. Alain Tranois avait ce matin ses références théoriques préférées, Georges ou Vicret. De mon côté, c'est plutôt Kaldor, Mead, qui était aussi Nobel, ou plus récemment Mirrlees, qui est, je crois, le fondateur de la théorie économique moderne appliquée à l'impôt, donc à travers la théorie de l'optimisation fiscale, non pas au sens de la fraude, mais au sens de la recherche de l'efficacité maximale. Car ce que nous a démontré une bonne part de ce colloque, c'est que l'enjeu de l'intégration d'un revenu garanti dans le système socio-fiscal et plus généralement l'enjeu de la redistribution, ce n'est pas simplement une affaire d'équité, chacun se positionnera comme il l'entend, mais une affaire d'efficacité économique. Et le modèle un peu complexe qu'on avait tout à l'heure voulait en être la démonstration. D'abord, si on adopte le point de vue de l'utilité marginale décroissante, quand vous resserrez les inégalités, eh bien, la satisfaction globale est améliorée. Ça, c'est en termes structurels. Et en termes de régulation, dans la mondialisation, quand on a nos exigences d'intégration des populations les plus fragiles, et notamment de l'emploi non qualifié, sous une pression de demande du travail exposée à la mondialisation, la disjonction entre le revenu perçu par les travailleurs non qualifiés et le revenu, le SMIC, payé par l'employeur, permet justement de mobiliser et d'intégrer dans le travail beaucoup plus efficacement que chez nous, sans utiliser les méthodes britanniques ou allemandes de la réforme Schwarz ou de du zéro heure de Grande-Bretagne. Donc on se situe dans cette idée que le système de redistribution est utile à l'efficacité économique. Encore faut-il choisir les bons outils. Et là vient ma première distance. Assurément, le revenu garanti, le revenu de base en est un, ce sera l'essentiel de notre échange. Je crois qu'il ne faudrait pas passer par-dessus bord un autre outil qu'on expérimente, qu'on développe, qui coûte très cher depuis 3 décennies, qui est la modulation des prélèvements sociaux sur le travail non qualifié, et donc dont on sait que comme outil d'intégration des travailleurs non qualifiés, il est particulièrement performant. Donc la réduction générale Fillon, et puisqu'aujourd'hui j'ai remis la formule que vous avez donc en application du 241-13 du Code de la sécurité sociale, on est au bout du bout, puisque la totalité des charges est désormais pour un SMIC, les 32,54% de charges à partir du 1er octobre sont désormais au niveau du SMIC absorbées par la réduction Fillon. Se pose le problème, parce qu'on peut encore aller plus loin, que nous avions posé avec Jean-Marc Ayrault et Pierre-Alain Muet, de la réduction dégressive sur la CSG en bas de barème, où le problème constitutionnel des travailleurs indépendants peut être aisément résolu. Ce n'est pas l'objet du jour, mais comme outil efficace d'intégration des travailleurs non qualifiés, il n'y a pas, cher Marc, que le revenu de base ou le revenu universel. Venons-en donc à l'outil du jour pour viser cette efficacité. On évoque Friedman, Tobin ou Stoléru. Il faut remonter plus loin. Dès Condorcet
il y a 2 siècles, on nous expliquait qu'on avait un système redistributif et plus équitable quand on avait 1792, quand on avait une dotation de base et ensuite une imposition proportionnelle qui peut être non seulement l'IR et la CSG, mais aussi la taxe à la valeur ajoutée ou des systèmes d'impôts indirects liés à la taxation carbone. Et donc, Condorcet nous démontre par là que le revenu de base est la bonne réponse à la crise de la taxe carbone. Ce serait l'occasion d'un autre développement. Sauf que, donc, en intégrant ce qui était jusqu'à présent, c'était toute la démonstration de ce matin, des systèmes sous conditions de ressources, en première étape d'un continuum, c'était la formule de Daniel Lenoir, d'un continuum socio-fiscal de zéro jusqu'à très loin. C'est ce que la législation a peu à peu yoyoté, étant admis que l'acte intellectuel, la rupture en France, c'est Michel Rocard, à partir du moment où, à l'unanimité, aujourd'hui, comme déjà à l'époque, on a fait admettre dans ce pays qu'on pouvait avoir de l'argent alors qu'on était en pleine santé et potentiellement actif sans travailler. Et donc cette bataille de plusieurs siècles, même de plusieurs millénaires, est en France derrière nous. C'est le RMI devenu aujourd'hui et au Code de l'action sociale et de la famille, et non pas au Code de la sécurité sociale, le 262.2, avec une loi qui nous ment puisqu'elle dit « toute personne résidant dans le foyer a droit au revenu ». Un droit n'a pas de sens si la collectivité ne met pas les moyens de son exercice, et donc le non-recours, qu'il soit 30 ou 40, importe peu, est en soi une offense à la loi. Deuxième étape du raisonnement, on yoyote encore, la PPE, un peu avant 2000, Martin Hirsch, et donc on imbrique cela maintenant avec les gens qui travaillent partiellement, parce que le mécanisme binaire de 92, j'ai droit ou pas, était évidemment absurde avec un taux marginal de 100%. Donc les économistes travaillent là-dedans, tout ce qui s'est fait autour de Mirles le démontre, et on comprend qu'il faut intégrer, donc la démarche intellectuelle est venue de là, dans l'intégration socio-fiscale, la dotation et le système de prélèvement, avec donc désormais au 842.1 du Code de la sécurité sociale, la prime d'activité, donc qui en est l'aboutissement après de multiples hésitations, qui dit toute personne, sauf ceux qui sont en formation, avec un petit détail dans la partie réglementaire où on nous dit que quand on est en formation, mais qu'on travaille plus de 55%, on est considéré comme étant un actif. Donc une loi incertaine, mais qui continue à se mentir à elle-même, pour des raisons sur lesquelles, historiques, les arbitrages 2015-2016, dont je débattais avec Daniel Lenoir, qu'on n'a pas le temps d'évoquer, ici, mais un non-recours qui reste quand même de 30%. Et donc quand la loi serait-il en 2020 de 25%, quand la loi manque à elle-même de 25%, c'est insupportable. Et donc avec une formule en plus qui mélange les exercices, vous l'avez tout en bas, et donc qui mélange des enjeux de travail à temps partiel qu'on règle par la modulation des cotisations en bas de barème, c'est la réduction générale Fillon, à travers le deuxième terme de la prime d'activité, cette fameuse bonification croissante entre un demi-SMIC et un SMIC. La séparation des dispositifs, d'un côté, on verse, de l'autre côté, on prélève, a pour conséquence le non-recours, j'en ai dénoncé l'indignité républicaine, mais aussi la fraude et les indus.
on est actuellement très fiers des progrès de la prime d'activité. Sauf qu'on verse à guichet ouvert et que d'ici peu de temps, la Cour des comptes ou je ne sais trop qui viendra nous dire qu'il y a massivement des indus, qu'on est évidemment hors d'état de récupérer. Il y a, Marc l'a suggéré, aujourd'hui, des moyens, par l'intégration, d'avoir une loi qui ne mente plus à la République et de régler ces mauvaises querelles sur la fraude sociale. C'est donc, deuxième paragraphe, première partie, l'intégration de la garantie de revenus dans le profil de l'IR. Donc là, beaucoup de choses ont été dites. Je me contenterai, à travers une base chiffrée, d'illustrer ce qui a été dit par François Bourguignon ou Daniel Lenoir, avec un désaccord qu'on n'a pas le temps, mais que je pointe ici, qui est développé dans mes chroniques. Les prestations spécifiques, le logement, le handicap, les études, n'ont pas à interférer parce qu'elles ont leur logique propre spécifique avec ce dispositif né de Michel Rocard ou de Condorcet, qui est la garantie de revenus. Et donc je les laisse en désaccord avec, je crois, Daniel Lenoir sur le côté. Ici, vous avez donc l'élément de support qui est le barème 2020, tel qu'on peut le connaître, il sera dans la loi de finances d'ici une dizaine de jours, où la démonstration chiffrée de Marc de Basquiat est illustrée et justifiée. Donc j'ai pris les cotisations au dernier euro et on voit qu'effectivement, en annuel, à quelques centaines d'euros près sur l'année, dans les situations d'écart les plus importantes entre notre machinerie qui se ment à elle-même et qui ne sait pas ce qu'elle fait parce qu'elle est fraudée, et une intégration socio-fiscale, la dernière ligne de la démonstration, eh bien, on est quasiment au même coût. Quasiment, c'est ce que vont illustrer les courbes que vous avez. C'est la projection Excel graphique du même tableau et qui nous explique les aberrations qui ont été pointées par plusieurs intervenants dans le débat quand on associe visuellement, c'est la courbe du haut, donc notre système actuel séparé, social et fiscal, les prélèvements avec leur taux marginal de ponction et le taux de retrait du système de la prime d'activité. Dans un contexte, analyse de Mirles et analyse sur les taux d'élasticité face aux prélèvements, où on sait que dans l'intégration au marché de l'emploi, l'optimum, c'est quand vous avez une courbe, non pas la fameuse courbe en U qu'on a entendu évoquer ce matin, on a des taux marginaux élevés au début et à la fin et au milieu à creuse, mais on a une parfaite concavité de la courbe du total prélèvement prestation par rapport aux revenus. Donc, ça veut dire que les taux marginaux en bas de barème doivent être plus bas que les taux marginaux qui suivent. Une courbe continue de progression des taux marginaux, qui sont également un élément essentiel du consentement à l'impôt, de compréhension et de lisibilité du système. Or, actuellement, dans la PA, telle qu'elle a été construite, séparément du barème, vous commencez à 39% de taux d'incidence du système socio-fiscal, ce qui est un peu dissuasif, surtout si vous rajoutez 10% de CSG, donc vous êtes à 49% d'effet dissuasif. Pour les raisons qui ont été évoquées, entre 0,5 et 1, ça se ralentit parce qu'on introduit la bonif de la prime d'activité. Et du coup, comme on a mis de l'argent, on n'en a pas beaucoup, on le met très bas vers l'extrême pauvreté, il faut se rattraper ensuite pour rejoindre la courbe de taxation. Et du coup, vous avez une zone entre la fin de superposition, le terme a été employé, de la prime d'activité et de l'amorçage
du barème Darmanin dans sa zone de décote, où vous allez être avec des taux marginaux du système socio-fiscal de 65% sur des gens qui sont juste des travailleurs au SMIC. Donc, aberration de l'éclatement de notre système. Illustration tirée des barèmes du propos de Marc, quand vous faites l'intégration des deux, le social et le fiscal, c'est la courbe violette, PA moins hier 2020, et que vous prenez un système Condorcet à 30% de taux marginal au premier euro, vous êtes quasiment au même montant. Il y a un petit peu d'argent à mettre, on voit vers 0,5, c'est le problème du temps partiel, ou à la sortie de la prime d'activité. Un petit peu d'argent qui est beaucoup moins que ce que Valls a pu mettre en milieu de barème pour préparer les élections sur la correction du barème, ce que Darmanin nous met pour 2020, les 5 milliards du nouveau barème, ou les 3 milliards d'exonération des heures sup qui sont anti-économiques. Donc, on voit bien que là, l'interpellation, elle est totalement politique. Où veut-on, électoralement, politiquement, ou par rapport à l'efficacité, mettre l'argent? Alors même, j'avance sur la question de l'expérimentation, alors même que cette intégration est une affaire de 4 lignes du Code général des impôts. Je vous ai proposé la rédaction ici, j'y avais déjà travaillé en son temps avec Pierre-Alain Muet. Bon, il y a une petite erreur. Avec Darmanin, le 73 779 devient 72 643, mais ça ne change rien. Comme l'a démontré excellemment ce matin, tout à l'heure, François Bourguignon, quand vous écrivez le revenu, la garantie de revenu universelle de base, comme la première tranche du barème, ça ne coûte rien à l'endroit, à partir du moment où les systèmes se raccordent, et dans l'état actuel, ça ne fait que remplacer, en respectant les lois de la République et en évitant la fraude, les dispositifs que nous avons actuellement. Avec quand même, ce sera un autre colloque, 3 problèmes juridiques que poserait cette rédaction de l'article 197, grand 1, petit 1 du Code général des impôts, qui est tout simplement ce fameux barème qu'il a trouvé, page 335 de la brochure, mais qu'on trouve en page 7 de la notice simplifiée, et que chaque Français sait parfaitement mettre en œuvre dès qu'il s'intéresse à ses impôts. Donc là, notre ami poussait un peu. 3 problèmes juridiques qui sont les migrants en situation irrégulière, qui dans cette la deuxième rédaction, pardon, je vous ai privé de la rédaction du 197 que vous vendrez à votre député ou à votre sénateur. Donc, quand vous avez cette rédaction intégrée socio-fiscale, un migrant en situation irrégulière y a droit, ce qui peut poser un débat, chacun en fonction de ses convictions. Deuxième difficulté juridique et politique, la population carcérale. Elle y aura également droit. Troisième difficulté sociale, politique et intellectuelle, c'est l'effet d'aubaine, mais à chaque fois, il y a des solutions. Il y a Marc, autre colloque, l'effet d'aubaine sur les jeunes majeurs scolarisés des familles les plus riches. Où là, on a également un autre sujet. Ce qui nous amène ensuite à l'aspect, l'expérience de gestionnaire de l'impôt peut être utile après l'expérience de législateur, les solutions opérationnelles. On les a approchées dans un certain nombre de nos échanges. Plusieurs fois, on a cité le prélèvement à la source. Et donc, mon propos dans cette seconde partie, ce sera de montrer que le PAS, tel qu'il a été fait, est mal foutu. Il a atteint un certain nombre de ses objectifs, mais que moyennant un PAS réformé
à peu de frais et peu de bruit, nous pouvons répondre à la commande du président de R. Pour, le terme a été employé, rendre le revenu universel portable et non pas quérable. Foin des déclarations qui font double emploi de la prime d'activité, qui sont contraires au principe de la modernisation de l'État, dont la règle élémentaire est « dites-le-moi une fois ». Or, les revenus, nous allons rappeler que l'État les connaît. Donc, il s'insulte lui-même à demander aux citoyens, aux bénéficiaires potentiels, de les redemander une nouvelle fois. Fraude, non-recours, vous connaissez le raisonnement. On avance dans la démonstration pratique. Donc, qu'est-ce que c'est que ce prélèvement à la source? Dans une de mes chroniques, le verre à moitié plein, c'est vrai que c'est en soi une magnifique avancée. Le verre à moitié vide, il est pourri et mal foutu, parce que l'histoire qui a conduit Sapin et Kert, puis Darmanin à le mettre en œuvre, a interféré avec les choix d'efficacité. Je n'ai pas le temps de faire le développement. Simplement d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. En fait, dans la réforme du prélèvement à la source, vous avez deux réformes publiques. La première, celle dont on nous parle depuis que Giscard parlait, ou Chirac, il y a 30 ans, du prélèvement à la source, c'est d'économiser sur les emplois de l'administration fiscale pour récupérer l'argent. On a actuellement un réseau extrêmement performant de scènes des impôts qui sont là pour vous coucouner, pour, quand vous souffrez de phobie administrative, vous inciter à déclarer et à payer. Tout ça, ça coûte très cher. Et donc, l'idée au cœur de cette première partie de la réforme, c'est quand on pique les sous à la source, chez votre tiers payeur, votre pension, votre employeur, votre payeur de RCM, donc 95% des revenus, on économise, ça c'était le raisonnement des années 90, les emplois de recouvrement. 2012, le Conseil des impôts, la Cour des comptes démontrent que ça ne représente plus qu'une économie de 220 emplois, donc il n'y a plus d'enjeu. Effectivement, la question n'est pas celle du recouvrement, ça marche très bien. La question est celle de l'assiette et de la liquidation de l'impôt. Actuellement, pour vous convaincre de déclarer et d'être un contribuable modèle, il faut des millions de journées agents au printemps pour vous recevoir, pour vous faire de la documentation dans la campagne de souscription des déclarations de revenus, et à l'automne, de nouveau des millions de journées agents pour la campagne des avis d'imposition. Et donc, dans ce système qui est un système de guichet, on a besoin de moyens considérables de suivi territorial. Comme ça a été suggéré par un des intervenants, on ne pouvait pas faire jusqu'à présent autrement. Ce qui a révolutionné le dispositif, c'est la DSN. Et le fait donc qu'on a aujourd'hui un autre contexte. Ça, je développerai dans un instant. Première réforme, donc on veut se passer de 10 000 emplois, c'est le chiffrage que j'avais proposé avec Terra Nova, qu'a démenti vertueusement l'administration, parce qu'elle avait peur d'une nouvelle grève de type 2000 qui avait fait sauter sa terre, et donc Darmanin, Eckert et Sapin promettaient vertueusement que c'était uniquement un enjeu de qualité de service, aucun enjeu d'économie d'emploi. Il a suffi de l'alternance pour que Dussault et Darmanin disent maintenant ça va effectivement dépoter sur quelques années. L'autre enjeu de la réforme, et c'est celui qui nous intéresse, sans sacrifier le premier qui est à mes yeux légitime, payer des fonctionnaires pour faire tourner une machine fiscale, si on peut s'en passer pour la même efficacité, ça n'a aucune utilité d'intérêt général. Donc gagner des emplois là-dessus, je n'ai pas d'état d'âme comme gestionnaire de l'impôt. Mais l'autre enjeu qui a été vendu par les précédents ministres et qui a permis à M. Darmanin de dire « j'ai réussi le pass », c'est
la logique du temps réel. Du temps réel, sauf que c'est un faux temps réel. C'est celui de n-2, n-1, ravivé dans des conditions auxquelles personne ne comprend rien, avec une multitude de taux dans lesquels vous devez choisir. Comme personne n'y comprend rien, ben vous ne choisissez pas et vous avez le système qui vous expose le plus, et un certain nombre d'autres défauts qu'on n'a pas le temps de développer, et ce n'est pas notre sujet. Il faut donc, et on en a les moyens, réformer la réforme, et ce sera le support de la réponse à la commande du président. Je résume l'exercice. Le 5 du mois, l'administration socio-fiscale, si elle s'en donne les moyens, de volonté politique. Ce n'est pas une question d'informatique. On a ce qu'il faut. D'ailleurs, de Normandie nous explique qu'il va faire comme ça pour l'allocation logement. Le 5 du mois, l'administration, comme n'importe quel gestionnaire de réseau qui vous vend de l'électricité, qui vous vend du téléphone ou qui tient votre compte en banque, c'est exactement la totalité de vos revenus du mois précédent, et donc depuis, en fonctionnant de manière itérative, depuis le début de l'année. Et en quelques nanosecondes, l'infocentre de ma maison, mon ex-maison, et donc serait capable, pour le foyer fiscal, François Bourguignon, et donc d'appliquer l'article 197 tel qu'on l'a décrit, le barème de l'impôt, y compris pour le foyer, sur la base du revenu connu en temps réel. Et donc, le revenu de base qu'on a intégré dans le barème fiscal. Pour le 15, on vous a notifié par papier, en vous faisant payer par papier ou par Internet, le montant de votre solde crédit-débit, selon que vous êtes dans une situation ou l'autre, de votre solde vis-à-vis du Trésor. Je ne suis pas en train de faire de la fiction. C'est ce que le ministre de Bercy nous annonce pour les crédits d'impôt. On va faire désormais comme ça pour le CITE en temps réel, crédit et économie d'énergie. Et donc, à court, moyen terme, on saura gérer en temps réel, à quelques jours, l'ensemble de la relation comptable et pécuniaire entre la collectivité et le citoyen. Ce qui nous permet de passer donc au revenu de base intégré dans le dispositif. C'est le même schéma où simplement vous avez désormais donc toutes les données qui arrivent des tiers payeurs qui vous permettent mois après mois de calculer la situation de votre foyer fiscal depuis le 1er janvier, et donc en ajustement itératif jusqu'au 31 décembre, vous allez converger jusqu'au 31 décembre sur la parfaite synchronisation du système de prélèvement et de dotation. Et donc, algorithme qui existe depuis 2003. Le fait qu'on fait un cumul de mois en mois qui paraît épouvantablement compliqué, n'importe quel employeur d'un seul salarié qui a un salarié en dessous de 1,6 SMIC calcule la rédaction forfaitaire selon ce dispositif incrémental. Donc si on sait le faire avec Excel dans une PME d'un salarié, l'infocentre de la DGFiP intégrée dans des conditions à débattre avec la COS et le système social doit en être capable. J'ai certainement dépassé le quota de temps, mais il reste une dernière page, qui est de dire que cette solution qu'on a sous la main, et les outils vont être développés pour d'autres motifs. On les a en partie ratés, on va être obligé de toute façon
de se rattraper parce qu'on veut être plus performant sur les prestations sociales. Donc, je l'ai dit, à bas bruit et à faible coût, nous permet, en outre, de dépasser la querelle idéologique de l'individualisation. Par construction, si vous avez pris le temps, laissez passer un juste instant, de lire le nouvel article du Code général des impôts, le prélèvement à la source, le revenu de base est individualisé. Mais individualisé comme si vous aviez un quotient conjugal de 2. C'est-à-dire qu'on démontre que, donc jusqu'à la quatrième tranche à 72 000 euros, le quotient conjugal est sans incidence sur la situation du foyer fiscal. Il en a une, et elle a une raison constitutionnelle, pour le 1%. Excusez-moi, Marc, ça n'est qu'un 1%, mais c'est 25% de l'impôt sur le revenu. Et c'est aussi un peu de CSG. Donc c'est un vrai sujet, et c'est l'enjeu de la cohésion sociale. Mais là, c'est le débat politique. Est-ce qu'on est pour ou contre la progressivité? Il n'y a d'enjeu au quotient conjugal, c'est-à-dire la liberté pour deux personnes de respecter devant le fisc le serment qu'ils ont fait devant Monsieur le maire, de mettre en commun leurs ressources et d'en user communément, protégés par la déclaration de principe intégrée à la Constitution de 1946, qui protège la famille. Donc ça n'a d'effet pour faire en sorte que deux foyers qui ont le même revenu, quand l'un, les revenus sont différenciés et quand l'autre, ils sont identiques, soient imposés de même façon. Ça s'appelle l'égalité devant l'impôt quand on reconnaît la cellule familiale. Alors on a le droit de la rejeter, mais dans ce cas-là, on est sur le terrain de l'idéologie et non pas sur le terrain de la fiscalité. Le revenu de base, François, ne fait pas obstacle à ce dispositif qui peut s'organiser, y compris par option, et qui permet à la fois donc, de réaliser l'ensemble de l'universalité d'un système de redistribution en haut de barème et en bas de barème. Je vous aurais proposé une conclusion, on en fera l'économie, pour démontrer que dans l'application de Maastricht et des obligations européennes, ce serait extrêmement précieux pour faire accepter nos obligations de régulation européenne par la population. Ce sera une autre discussion.